Le 19h de Public Sénat, toute l'actualité politique et parlementaire. Voici les titres de ce mercredi 8 décembre. Et l'on reparle de la réforme de la justice. Celle de la garde à vue sera débattue dans un mois à l'Assemblée nationale. 2 sénateurs, l'un UMP, l'autre PS, font des ouvertures sur l'indépendance du parquet. Pour en débattre sur ce plateau avec nous dans un instant, Jean-René Le Serre, élu UMP du Nord, et Virginie Duval de l'Union syndicale des magistrats. Les bisbilles chez les Verts, c'est quitte ou double pour Daniel Cohn-Bendit, le chef de file d'Europe Écologie, le mariage déjà en crise des écologistes vu par notre invité, le député Yves Cochet. L'avertissement de Dominique Strauss-Kahn qui juge la situation économique de l'Europe très préoccupante. Les conséquences de la crise sont loin d'être épuisées, dit le directeur du FMI, pour qui toutefois l'euro n'est pas en danger. Une vingtaine de départements de la moitié nord restent en vigilance orange ce soir en raison des chutes de neige. Le jardin du Luxembourg à Paris s'est couvert d'une magnifique couche dont n'ont pas pu profiter les enfants. Le jardin a été assez vite fermé pour des raisons de sécurité. Le trafic aérien a été fermé un temps à l'aéroport Charles de Gaulle. La circulation des poids lourds reste interdite. Le réseau des bus est totalement paralysé en Île-de-France. Notons encore que des centres d'accueil d'urgence ont été ouverts dans une cinquantaine de communes des Yvelines. Et puis il faut savoir également dans l'est de la France que les crues perdurent. Le vote la nuit dernière du projet de budget par le Sénat, à l'issue de plusieurs bras de fer avec le gouvernement. Ce dernier est passé en force, notamment sur les emplois à domicile. La majorité a beaucoup critiqué l'ampleur insuffisante, selon elle, des économies, alors que François Baroin évoquait une réduction drastique, jamais vue, des dépenses publiques. Le commentaire tout à l'heure de Jean-Pierre Bel, le président du groupe socialiste, invité de l'émission Preuve par 3. Moi, je suis insatisfait parce que je trouve que le Sénat, d'abord, n'est pas respecté. Il est de plus en plus, oui, j'emploie ce mot, bafoué. Il y a eu un désaveu à l'occasion de la réforme territoriale, puisque sur un texte qui concerne les collectivités territoriales, dont la Constitution nous dit que c'est le Sénat en priorité qui est chargé de s'en occuper, eh bien, dans le fond, c'est l'Assemblée nationale qui a eu le dernier mot, et cela contre l'avis qui avait été formulé par le Sénat. L'une des modifications votées vise à raboter les niches fiscales profitant aux créateurs de start-up. Réaction dans ce milieu aujourd'hui. Reportage de Margot Aubrio. Le Web 2010, cette grande foire de l'économie numérique, s'ouvre cette année dans un contexte un peu particulier. Car dans le domaine de l'innovation, l'alerte rouge est déclenchée. Le Sénat vient d'adopter la réforme du statut fiscal des jeunes entreprises innovantes. Les avantages fiscaux des start-up disparaîtront prochainement. Les entrepreneurs sont donc inquiets. Ils dénoncent le coût porté au secteur d'avenir et les risques pour l'emploi. On apprécierait que l'État soit un petit peu plus généreux pour aider l'innovation et relancer l'économie de ce point de vue-là. Clairement, il y a un gros déficit, on le sait tous, on l'entend presque tous les jours au journal. Il faut essayer de faire des économies. Mais est-ce qu'on doit le faire sur l'innovation, c'est-à-dire sur l'investissement sur le futur? C'est pas forcément la bonne stratégie à mon avis. Le mécénat remplace aujourd'hui l'aide publique. S'il ne compte plus sur l'État, les startups peuvent bénéficier du soutien de business angels, de généreux donateurs, souvent d'anciens entrepreneurs eux-mêmes, qui décident aujourd'hui d'investir dans de jeunes entreprises innovantes. Donc les entrepreneurs qui ont réussi commencent à investir. Pierre Kosciusko-Morizet, qui vient de vendre Price Minister à un groupe japonais, Rakuten, pour 200 millions, qui était une très belle sortie, investit dans un fonds qu'il a créé avec Jean-David Chamboredon et 70 autres entrepreneurs. Ça s'appelle le fonds Isaïe. Marc Simoncini, qui a créé Mythique, a mis 100 millions de son argent personnel dans un fonds qui s'appelle Jaina Capital et l'investit. Donc il y a de l'argent en amorçage qui permet de démarrer un projet, de tester une idée. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Aide publique ou privée, le secteur de l'économie numérique poursuit désormais son chemin à l'ombre de la crise.
Dominique Strauss-Kahn juge la situation économique de l'Europe très préoccupante. Le directeur général du FMI estime donc que les conséquences de la crise sont loin d'être épuisées. L'avenir est plus incertain que jamais, a encore déclaré aujourd'hui DSK à Genève. Et il a précisé que pour lui, l'euro n'était donc pas une monnaie en danger, mais qu'il fallait mieux l'encadrer. 2011, avant 2012, la bataille des sénatoriales se met en place avec souvent de fortes rivalités dans chaque camp, à droite comme à gauche, pour être en position éligible. L'enquête de Thomas Raguet. Constituer des listes électorales n'est jamais facile, et au Parti socialiste peut-être plus qu'ailleurs. Dominique Bertinotti en a fait les frais. Candidate au sénatorial à Paris, cette proche de Ségolène Royal se retrouve mal placée. Son élection paraît compromise. Il y a eu cet acte significatif à La Rochelle d'unité retrouvée des socialistes. C'est de cela dont les Français ont besoin. Et je vois que l'on a préféré revenir à des pratiques un peu anciennes comme celle du parachutage. Des choses dont, je peux le dire comme maire d'arrondissement, les habitants ne veulent absolument plus. En cause, le parachutage de Marie-Noëlle Lienemann, une proche de Benoît Hamon. À droite, on préfère sourire de ces querelles socialistes. Tout ne se passe pas très bien à gauche, je dirais à la limite, ne suivons surtout pas leur exemple. Union, pas de parachutage, travail, légitimité, et on devrait conserver le Sénat. Catherine Dumas compte bien rempiler pour un nouveau mandat, tout comme Philippe Dominati. Mais pour l'heure, rien n'est décidé du côté de l'UMP. Il faut sans doute réfléchir sur les règles, le nombre de mandats qui ont été effectués, voir un certain nombre de choses. Il faut l'expérience. Ce qui compte, c'est l'efficacité. C'est pas les sensibilités. Si certains sont annoncés partant comme Marie-Thérèse Armange ou Roger Romani, Chantal Joanneau, elle, aimerait bien rentrer. Une chose est sûre, l'enjeu n'a jamais été aussi grand pour la majorité qui pourrait perdre le Sénat. Chaque investiture devrait donc être minutieusement étudiée. Ouverture aujourd'hui du procès de l'ex-junte chilienne devant la cour d'assises de Paris, mais le box des accusés est resté vide. Un procès pour l'exemple qui va se pencher sur la disparition de 4 Français ou franco-chiliens sous la dictature d'Augusto Pinochet. Au lendemain de la dénonciation par l'UFC Que Choisir des publicités télévisées néfastes au bon équilibre alimentaire des enfants, 2 parlementaires proposent d'aller plus loin. Ils s'attaquent au marketing qui fait naître l'envie dans les rayons pour ces produits trop riches et trop gras. Claire de Buisère. Des petits personnages familiers et inoffensifs pour vanter des produits sucrés, c'est exactement ce que Brigitte Bou ne veut plus voir. La sénatrice plaide pour une limitation du marketing et plus de sobriété, un étiquetage plus honnête en somme. Car si les industriels ont l'habitude de recourir à des emballages attrayants, le produit vendu n'est pas toujours bon pour la santé. Brigitte Bou travaille à une proposition de loi sur l'étiquetage pour que celui-ci corresponde davantage aux produits que le consommateur achète. On a vu qu'il y a des portions qui ont diminué et il faudrait que l'étiquetage corresponde bien à la portion dont on parle. Tout comme celui de l'UFC Que Choisir hier, le rapport parlementaire dénonce aussi la mauvaise influence de la publicité et préconise des mesures plus contraignantes pour une alimentation plus saine. Cela à quelques mois du plan de lutte contre l'obésité annoncé par le président Sarkozy pour 2011. Une dernière minute en provenance d'Haïti, un mort et des blessés par balle aujourd'hui lors de protestations violentes des résultats du premier tour de la présidentielle. Il y a quelques instants, le président René Préval a appelé l'ensemble de la population au calme. Premier invité du 19h, le député Vert Yves Cochet sur la première crise au sein des Verts Europe Écologie, moins d'un mois après la naissance de ce mouvement à Lyon. Bonsoir Yves Cochet, vous vous souvenez effectivement de cette grand-messe lyonnaise et ce week-end-là, Cécile Duflot avait affirmé que la naissance d'Europe Écologie Les Verts était un événement beaucoup plus important que le remaniement ministériel. Ah oui, c'était le même week-end. Quelques semaines plus tard, donc, le mouvement écologiste est confronté à la démission spectaculaire de Jean-Paul Besset, proche de Nicolas Hulot. Il dénonce dans un courrier que vous avez sans doute lu un climat délétère de guerre froide. Yves Cochet, est-ce que vous confirmez ? Alors, je connais bien Jean-Paul Besset, c'est un ami, il a une bonne plume, il fut journaliste, d'ailleurs votre collègue pendant des dizaines d'années.
Il a sans doute, porté par son élan et sa rage, exagéré un peu les choses, mais il y a des problèmes au sein d'Europe Écologie Les Verts. Des problèmes à la fois parce que, évidemment, c'est une formation qui grandit, on a réuni et rassemblé le maximum d'écologistes, et que donc il y a des enjeux électoraux dès l'an prochain et l'année d'après. Par conséquent, ça aiguise un peu les appétits. C'est mal parti donc? Non, parce que moi je suis au sein des Verts, maintenant c'est EELV depuis 26 ans, j'en ai déjà vu d'autres, c'est une petite tourmente dont on va discuter dans le Conseil fédéral, le premier nouveau Conseil fédéral samedi et dimanche, et je pense qu'on trouvera des solutions pour qu'il n'y ait pas la guerre des chefs. Attendez, Daniel Cohn-Bendit, lui, il dit c'est qui tout double? Il dramatise aussi. Moi, je ne dramatise pas. Je ne crois pas qu'on puisse revenir en arrière, qu'il y ait des coupures, de nouveau une scission au sein des écologistes. Je n'y crois pas un instant, mais je crois qu'il y a des problèmes à régler, disons, de fonctionnement ensemble, parce qu'on a des cultures différentes. Ah oui. Alors, pas seulement des problèmes de fonctionnement, donc de culture. Est-ce que l'attelage entre les Verts et Europe Écologie, entre la culture, les valeurs de Cécile Duflot d'un côté, de Daniel Cohn-Bendit de l'autre, peut tenir? Est-ce que cet attelage peut tenir? C'est ce que vont montrer les mois suivants, et notamment notre Conseil fédéral prochain week-end. Moi, je crois que oui, l'essentiel, c'est quand même qu'on se retrouve sur l'écologie, qui est quand même un projet de société, c'est pas simplement un mot comme ça, et que l'autre part, on a fait beaucoup d'efforts depuis plus de 2 ans maintenant pour être ensemble. Je vois pas qu'il puisse y avoir le retour en arrière. Il peut y avoir, bien sûr, des incidents de parcours, comme est celui qui a été dénoncé à juste titre, accident mais peut-être accident de parcours, mais c'est pas ça qui va, j'espère, empêcher de grandir l'écologie politique en France. Oui, alors accident de parcours, dites-vous, c'est quand même dur de promettre la nouveauté puis de retrouver si vite ces vieux démons. Vous savez, les écologistes sont pas biologiquement différents des autres humains. Quand on regarde à l'UMP ou au PS, ça bagarre aussi pas mal. Nous, c'est plus flagrant parce qu'on est très transparent, mais il faut savoir gérer la patte humaine, qui est toujours un petit peu difficile. Ceci étant dit, ce qui compte, c'est quand même le projet avec les gens. C'est à la fois les projets et les gens. Et les gens, c'est difficile à gérer, surtout quand les enjeux sont forts. Alors les gens, on peut ajouter les interrogations, Yves Cochet, sur le profil présidentiel d'Eva Joly, qui suscite quelques inquiétudes internes. Vous les partagez, ces inquiétudes? Vous êtes candidat vous-même à la primaire. Je suis candidat à la candidature, Eva aussi. Vous les encouragez justement, les gens peut-être, à s'interroger sur Eva Joly? Non, je dis simplement qu'Eva Joly a une légitimité de candidature, mais qu'elle est objectivement nouvelle en politique, nouvelle en écologie. Elle n'a pas toute l'aisance qu'elle avait dans la magistrature. Alors, est-ce que ça suffira pour faire la campagne, à la fois la pré-campagne interne, disons, aux écologistes, et puis ensuite, donc, la primaire, et ensuite la campagne? On peut s'interroger, mais moi, je pense qu'elle est... Répondez-nous franchement, vous interrogez sur sa capacité à endosser ce rôle-là. C'est pas tellement sur ses capacités, je crois qu'elle en a les possibilités, mais c'est plutôt sur le projet qu'elle va présenter. Et c'est au niveau, disons, des phrases, des propositions concrètes qu'on peut avoir quelques divergences. Sur ses capacités, c'est une femme assez résistante, très courageuse, qu'on a bien vu d'autres aussi. Elle a quand même beaucoup d'expérience humaine, pas encore politique ou électorale ou écologique, mais elle peut le faire. Simplement, c'est notre projet qui va un peu diverger. Alors, vous êtes venu pour nous parler du premier divorce au sein des Verts. Vous nous parlez ce soir, en fait, d'une famille où tout le monde s'aime. Non, je dis pas que tout le monde s'aime. Vous savez, les familles politiques, c'est pas justement des familles, c'est des gens qui partagent une même cause. Il y a 2 familles, qui doivent s'unir. Non, parce que alors là, vous vous trompez, parce que en fait, les Verts étaient déjà au sein d'Europe Écologie depuis 2 ans. Les Verts ne sont qu'une partie, ou n'étaient qu'une partie d'Europe Écologie. On a dit qu'on a fusionné les 2 familles. On a en fait rassemblé tous les écologistes, dont les Verts. Bon, et vous êtes plus que jamais candidat aux primaires? Oui, je suis candidat aux primaires, sauf si Nicolas Hulot s'y présente aussi. Dans ce cas-là, je ne me présente plus. Est-ce que vous espérez que Nicolas Hulot accepte de jouer le rôle de recours face à cette situation? Je le souhaite. Je le souhaite d'abord, et dans les circonstances troublées actuelles, peut-être que ça serait une sorte de sage au-dessus des mêlées un peu partisanes, et d'autre part, ça serait sans doute le meilleur candidat pour l'écologie politique. Oui. Vous y croyez? Vous en parlez avec lui? Il faut qu'il prenne son temps de réfléchir, mais que, disons, au début de l'an prochain, il nous dise oui ou non, qu'on sache où on va, parce que sinon on va faire les primaires, et puis il sera trop tard au mois de juin. Bon, vous êtes confronté, comme le Parti socialiste, à la question de l'accélération éventuelle du calendrier. Ah non, on est d'accord. Vous êtes d'accord, vous, c'est vrai, pour aller un peu plus vite. Oui. Cécile Duflot nous l'a confirmé la semaine dernière. Effectivement. Yves Cochet, merci.
Le débat sur l'indépendance du parquet relancé. Cette fois, ce n'est pas par la Cour européenne des droits de l'homme qui a plusieurs fois condamné la France en raison de la sujétion du parquet au pouvoir. Ce sont 2 sénateurs, l'un UMP, Jean-René Le Serre, qui est avec nous dans quelques instants, l'autre socialiste, Jean-Pierre Michel. Tous 2 prennent donc position commune. Aurélien Romano. Supprimer le juge d'instruction, très bien, disent 2 sénateurs, mais à certaines conditions essentielles. Ils insistent sur la nécessité d'un procureur indépendant du pouvoir. Il dépend pour le moment du ministère de la Justice. Les 2 élus souhaitent inscrire dans la Constitution ce principe d'indépendance du parquet. Autre condition de cette indépendance, le contrôle du travail du procureur par le juge des libertés. Le rapport parlementaire insiste également sur la réforme de la garde à vue. Les sénateurs souhaitent la présence de l'avocat dès le début des interrogatoires policiers. Et nous disons, il faut que l'avocat soit présent dès le début, pendant la période de garde à vue, et que cette garde à vue doit être contrôlée non pas par le procureur de la République, mais par un juge du siège. Il faut que la victime ait un accès, qu'elle se constitue partie civile, etc. Mais ça, c'est moins, je dirais, chaud dans l'actualité. Justement, la victime est oubliée dans la réforme de la garde à vue, pointent les syndicats de police. Ils insistent sur le déséquilibre engendré par la présence de l'avocat dès le début de la garde à vue. Ils proposent donc 2 mesures simples. Les limites soient fixées pour l'intervention de l'avocat, c'est-à-dire qu'il ne parle pas, comme dans les pays anglo-saxons, qu'il ne parle pas, comme ça se fait en Allemagne par exemple, qu'il assiste son client mais qu'il ne parle pas et qu'il ne pollue pas la procédure. Puisque l'avocat est présent et qu'il va être le garant, on va dire, de l'authentification des actes, et bien que, comme nos collègues anglais ou américains, qu'on ne fasse qu'une synthèse à la fin. La réforme de la garde à vue sera discutée dans 1 mois à l'Assemblée nationale. Avec nous donc Jean-René Le Serre, bonsoir, ainsi que Virginie Duval, la secrétaire générale de l'Union syndicale des magistrats. Alors, pour être tout à fait clair, Jean-René Le Serre, le parquet doit-il, selon vous, être indépendant ? La réponse est non. Changer le statut du parquet, c'est pas rendre le parquet indépendant. Le parquet est dans une hiérarchie, le parquet est un instrument qui permet effectivement d'appliquer la politique pénale gouvernementale, mais il faut donner aux membres du parquet les mêmes garanties en matière statutaire, en matière de nomination, en matière de garantie disciplinaire qu'à leurs collègues magistrats du siège. Alors vous voulez les rendre, ces magistrats indépendants, dans une structure qui ne le serait pas ? Nous voulons effectivement faire en sorte qu'ils n'aient pas à craindre pour leur carrière des décisions qu'ils pourraient être amenés à prendre. Mais ils sont bien effectivement des agents de l'exécution de la politique pénale gouvernementale. Ils doivent appliquer la politique pénale du gouvernement dans l'indépendance. C'est peut-être une position difficile à tenir, on ne comprend pas forcément. Et s'ils se moquaient, si vous voulez, de la politique pénale du gouvernement, ils pourraient être déférés devant le Conseil supérieur de la magistrature en matière disciplinaire. Concrètement, quelles mesures proposez-vous pour garantir l'indépendance des magistrats du parquet ? Eh bien, nous proposons rien de moins qu'une révision constitutionnelle, puisque aujourd'hui, c'est la Constitution qui prévoit effectivement que l'avis du CSM est un avis simplement consultatif, tant en matière de nomination des magistrats du parquet qu'en matière de régime disciplinaire. Nous substituons à cet avis consultatif un avis conforme, et nous substituons en matière disciplinaire un pouvoir de décision. Donc les magistrats ne dépendront plus que de leur père, leur carrière ne dépendront pas du pouvoir exécutif. Tout à fait. Et donc ils auront donc toute liberté vis-à-vis du pouvoir exécutif. Ça, c'est la mesure clé de vos propositions. Virginie Duval, vous entendez les propositions des 2 sénateurs, je le rappelle. Comment est-ce que vous réagissez, qui va au-delà, bien sûr, de votre rapport maintenant, la commission des lois. Bien sûr, tout à fait. La commission des lois, ce matin, a approuvé ce rapport. Il n'y a pas eu un seul vote hostile à la publication du rapport. Alors, est-ce que vous notez là une évolution favorable, Virginie Duval, dans le camp de la majorité Concrètement, oui, parce que ce sont des demandes que nous formons depuis 35 ans à l'Union syndicale des magistrats. Il est largement temps maintenant de mettre fin à cette suspicion de dépendance et suspicion de dépendance des magistrats du parquet à l'égard du pouvoir exécutif. On a eu des affaires récentes qui nous ont montré toutes les limites de ce système, et je crois qu'il est grand temps maintenant de faire évoluer le statut du parquet, enfin. Alors là, ce serait pour vous un bouleversement si on s'en tenait à la mesure présentée ici par le sénateur Le Serre ? Ce serait une grande avancée sans aucun doute. Oui. Il faudrait de toute façon que cette loi constitutionnelle soit adoptée. Et puis, puisqu'on serait dans une loi constitutionnelle, on pourrait peut-être revenir sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature.
puisque les magistrats sont actuellement minoritaires au sein de ce Conseil, contrairement à tous les standards européens. Alors, Jean-René Lessard, vous êtes par ailleurs en charge de la justice à l'UMP. Vous n'êtes pas un électron libre tout à fait, mais là, vous vous montrez une forme d'indépendance vous-même. Ah, mais tout à fait. Mais là, j'interviens en tant que sénateur, effectivement, et non pas en tant que secrétaire national de l'UMP à la justice. Et mon collègue Jean-Pierre Michel intervient en tant que sénateur. Mais c'est pas neutre, c'est pas innocent, si vous voulez. Si c'est un sénateur socialiste et un sénateur UMP qui, ensemble, présentent le même dossier, le même projet. Et ce problème de la réforme du statut du parquet, c'est certes ce qui sera certainement le plus commenté, mais ce n'est pas le seul problème. C'est ce qui me semble de nature à dénouer le nœud gordien. Si on arrive à régler ce problème, on arrivera, je crois, à aller vers la réforme de la procédure pénale et à aller vers l'enquête unique, en quelque sorte, la procédure unique en matière pénale qui fusionnera l'enquête de police et l'instruction. Alors, il faut d'abord en passer par là. On parle beaucoup de la suggestion du parquet au pouvoir exécutif. Il arrive aussi en politique, vous le savez, Jean-René Lessard, qu'on parle de la suggestion des sénateurs UMP à l'Élysée. Est-ce que là, vous avez pris la température au château ? Non, nous n'avons pas pris la température au château parce que ce n'est pas dans l'esprit de nos institutions. Mais quand même, vous avez un petit écho du côté de l'Élysée à cette proposition. Est-ce que ça va dans le sens de la volonté du chef de l'État ? Écoutez, je ne sais pas très honnêtement si ça va dans le sens de la volonté du chef de l'État. Ce que je sais, c'est que la précédente garde des Sceaux, Michèle Alliot-Marie, qui au départ était très hostile à cette évolution, avait considérablement évolué sur ce point et que dans les conversations personnelles que j'ai avec l'actuel garde des Sceaux, il ne pense pas que ces propositions sont des propositions saugrenues. Alors, Virginie Duval, pour vous, la situation actuelle est-elle tenable de toute façon ? Je rappelais les condamnations répétées de la Cour européenne des droits de l'homme sur cette question-là, de la non-indépendance du parquet. Non, la situation n'est pas tenable. Il faut absolument revoir le statut du parquet. C'est demandé par toutes les instances européennes. Je crois qu'il faut absolument le faire. Alors, c'était la question du nouvelobs.com à ses internautes. La justice française est-elle, selon vous, impartiale? Regardez les réponses des internautes. C'est un chiffre qui va vous faire bondir, Jean-René Lessard. Non à 86%. Tout à fait. Alors ça, c'est les internautes, ce n'est pas un sondage, c'est pas un panel forcément représentatif, mais... Et notre volonté, c'est vraiment de réconcilier les Français et leur justice. Et je pense que c'est aussi un élément de réconciliation des Français et de leur justice. Il faut aussi effectivement respecter les décisions du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation, de la Cour européenne des droits de l'homme. De la même manière, sur la garde à vue, il faut aujourd'hui modifier largement le projet de loi tel qu'il est aujourd'hui déposé. On va en parler. Virginie Duval, si la mesure défendue par les sénateurs et les commissions des lois du Sénat a été adoptée, est-ce que vous accepteriez la suppression du juge d'instruction? Alors d'abord, on adopte cette réforme du statut du parquet. Chaque chose en son temps. Parce que le problème de faire les deux en même temps, c'est-à-dire que les deux débats peuvent être menés en parallèle, et puis au dernier moment, on risque de supprimer le juge d'instruction, mais pas de revoir le statut du parquet. Évidemment, c'est ce qu'on craint. Donc d'abord, on revoit le statut du parquet, mais si on voit demain, comment ça fonctionne, et après les magistrats on en du parquet deviennent indépendants, ils peuvent donc mener leurs enquêtes en toute indépendance. Alors, oui ou non? L'Union syndicale des magistrats demande l'indépendance de l'enquête et des moyens pour mener cette enquête. Donc, on pourrait éventuellement en reparler ensuite. J'ai constaté que dans toutes nos auditions, ce qui s'est exprimé, ce n'était pas réellement la volonté de maintenir le juge d'instruction, mais que la volonté de maintenir le juge d'instruction était liée effectivement aux inquiétudes sur un parquet tout-puissant et un parquet dépendant du pouvoir exécutif. Parlons maintenant de la garde à vue. Peut-on réformer la garde à vue de toute façon sans réformer le parquet? À cela, que répondez-vous, monsieur Lessard? Je pense qu'il y a une urgence sur la réforme de la garde à vue. C'est incontournable. Il faut qu'avant le 1er juillet, la réforme soit faite. Voilà, ça sera examiné la semaine prochaine par les députés. Par les députés, tout à fait. Ceci dit, il sera extrêmement difficile d'avoir une réforme qui ne porte que sur la garde à vue et qui n'entraîne pas de conséquences sur l'ensemble de la réforme de la procédure pénale. D'où le fait que nous tentons aussi d'insérer cette réforme de la garde à vue dans la réforme globale. Par exemple, nous constatons que le contrôle de la garde à vue, en l'état, ne peut pas être réalisé par le ministère public. Parce que le ministère public n'est pas indépendant en l'état actuel des choses, et parce que le ministère public est assimilable à l'une des parties. Donc nous souhaitons que le contrôle glisse du ministère public au juge de l'enquête et des libertés demain,
et aujourd'hui au juge des libertés de la détention. Ça aussi, ça va pour vous dans le bon sens, Virginie Duval? Effectivement, la réforme de la garde à vue, on est au pied du mur. Ça fait des mois, voire des années qu'on dit qu'il faut réformer la garde à vue. Et maintenant qu'on est forcé par les instances européennes, on va y arriver. C'est une bonne chose. Le parquet a tout son rôle à jouer parce qu'il est garant des libertés individuelles aussi. Mais compte tenu de son statut, effectivement, la question se pose. Donc, oui. Alors, vous étiez très mobilisés, les juges d'instruction, ces derniers mois. On vous écoute aujourd'hui tous les deux. Est-ce que vous avez l'impression que tout se dénoue en ce moment avec ces propositions sénatoriales? On espère. On a l'impression que la réforme de la procédure pénale avec la suppression du juge d'instruction est abandonnée, puisqu'on nous dit on ne peut pas voter ça dans cette législature, mais on reste vigilant parce que la suppression du juge d'instruction est toujours dans les cartons. Nous ne souhaitons pas que ce soit abandonné. Nous sommes conscients effectivement qu'il y a des échéances de temps et que ce sera extrêmement difficile avant les élections présidentielles législatives de 2012. Les propositions que vous défendez là seront difficilement votées avant les élections présidentielles. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il ne pourrait pas y avoir une opportunité, si vous voulez, de vote d'une révision constitutionnelle, oui. Peut-être d'ailleurs avec d'autres espoir. Bien sûr, peut-être d'ailleurs avec d'autres aspects, puisque le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, annonçait une autre révision constitutionnelle. Eh bien, si on fait une révision, faisons-en deux, celle-là est consensuelle. D'accord. On a vu arriver un nouveau ministre de la Justice, vous le connaissez bien, c'était votre collègue centriste ici au Sénat il y a quelques mois, plus que quelques mois, puisqu'il était ministre avant d'arriver à la Justice. On lui prête l'image d'un édredon. Est-ce que vous le voyez comme ça ? Non, pas du tout. Je pense que c'est pas facile de changer, de passer du jour au lendemain de la ruralité quand même aux fonctions de garde des Sceaux. Mais je connais bien Michel Mercier dans les responsabilités qu'il a exercées jusqu'à présent. Je crois que sous une apparence de bonhomie, c'est un ministre qui ne s'en laissera pas compter. Et c'est un ministre modéré qui, sur bien des aspects, nous permettra peut-être d'avoir un peu plus de bon sens et un peu moins d'idéologie. Donc c'est un ministre... On vous écoute, on décrypte, on dit peut-être qu'il vous rassure par rapport à certains ultras de votre majorité. Ah bah bien sûr, tout à fait. Moi, je ne m'en suis jamais caché sur ce point-là. Je crois que le problème de la justice a besoin de modération et le fait de réconcilier les Français avec leur justice, ça demande effectivement beaucoup de recul et beaucoup de bonhomie. Et Michel Mercier, sur ce point, est un réconcilier, ce sera le dernier thème que nous aborderons ensemble. Pour réconcilier tout à fait les Français avec leur justice, faut-il faire entrer des jurés populaire dans les tribunaux correctionnels? Michel Mercier a apporté un certain nombre de précisions. Il a un peu limité, semble-t-il, la portée de cette mesure mise en avant par le chef de l'État. Virginie Duval. Il y a beaucoup de choses à dire sur les jurés populaires. Je crois que rendre la justice, c'est quand même un métier. Et les gens qui participent déjà dans le domaine de la cour d'assises s'en rendent compte très souvent. Mais en cour d'assises, on a le temps d'expliquer aux jurés qui participent. Ceux qu'on n'aurait pas le temps de... Les dossiers sont moins techniques. Sont moins techniques, effectivement. En matière économique et financière ou en matière de transport, notamment, les dossiers peuvent être particulièrement compliqués. On n'a pas forcément le temps, parce qu'il y a énormément d'affaires, d'expliquer aux jurés. Et puis, le peuple existe déjà en matière correctionnelle, ça s'appelle les juges de proximité. Ils siègent déjà. Le Conseil constitutionnel avait dit en 2005 qu'ils ne doivent pas être majoritaires. Il faut un juge de proximité pour 2 magistrats professionnels. Je crois qu'il y avait déjà eu une réforme, elle existe déjà. Si on veut mettre des jurés populaires en matière de défiance à l'égard des magistrats, on se trompe. Et c'est ça qui fait qu'on a de telles statistiques d'image de la justice. Oui, je pense qu'on aura un texte assez consensuel sur les jurés populaires, qui seront à la fois d'ailleurs des jurés populaires et des échevins. Et je pense que paradoxalement, on va peut-être diminuer un peu le nombre des jurés populaires au niveau des cours d'assises, faire en sorte qu'ils n'interviennent qu'en appel, par exemple, et puis se poser le problème de l'échevinage, donc de jurés populaires dont la compétence aura été malgré tout vérifiée sur l'appel des jugements des tribunaux correctionnels et auprès des juges d'application des peines. Très bien, merci à tous les deux d'avoir fait avancer ce débat sur la justice. À 22h, bien sûr, le prochain journal sur Public Sénat, ce sera avec Sonia Mabrouk, à suivre sur LCP, Assemblée nationale, question d'info, avec Brice Hortefeux. Bonsoir à tous.